il ne s'agit pas de mort naturelle, mais de décès provoqués par empoisonnement, d'assassinats, pour lesquels on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de responsable, puisque, à ce jour, personne n'a eu de compte à rendre à la justice. C'est de notre capacité de mobilisation que dépend le cours des choses. L'affaire de l'amiante aurait pris une toute autre dimension si 10 personnalités connues mouraient chaque jour empoisonnées. Mais voilà, il s'agit de gens d'en bas, et une vie d'ouvrier n'a sans doute aucune valeur aux yeux de la justice. Cette situation est devenue insupportable pour les victimes, leurs familles et l'association. C'est pourquoi les 140 veuves et l'Ardeva du Nord-Pas-de-Calais, soutenus par l'Andeva, ont décidé de réagir en organisant toutes les 3 semaines une marche autour du palais de justice de Dunkerque. Cette marche silencieuse des veuves est aussi une marche des victimes, une marche de tous ceux qui souffrent de cet empoisonnement. Cela n'arrive pas qu'aux autres, nous sommes tous concernés. Bonjour. 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 Pierre Plutat a 59 ans. C'est le président de l'Ardeva, l'association de défense des victimes de l'amiante du Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, je suis content que les gens viennent. Oui, on en a besoin. Ça c'est. Bonjour. Il est l'initiateur de la marche des veuves de Dunkerque. C'est bien d'être là, ça fait plaisir. Depuis 10 ans, il consacre sa vie aux victimes de l'amiante. C'est la raison pour laquelle on a interpellé tous les parlementaires, où on vous demande aussi de leur écrire pour mettre la pression. Alors vous êtes en cassation aujourd'hui? Alors pour cette partie-là, effectivement, cette plainte de 97, on est aujourd'hui en cassation. Mais la cassation est plus... Ils étaient soudeurs, menuisiers, fraiseurs, électriciens. Après des années de travail, ils sont morts, la plupart avant même de pouvoir prendre leur retraite. Atteints d'un cancer, la majorité a travaillé au chantier naval. À l'époque glorieuse, une époque où personne ne leur avait parlé des dangers de l'amiante. Aujourd'hui, ce sont les veuves qui défendent leur mémoire, comme Catherine. C'est votre mari? Oui. Décédé au mois de décembre 2004, atteint d'un cancer de l'amiante au poumon. Et il travaillait au chantier naval à Dunkerque. Je suis là pour, en tant que sa mémoire, parce que comme il n'est pas là pour le faire, donc... c'est très très dur. J'en veux à la société parce que je comprends pas qu'on peut laisser partir des gens, puis que ça continue, j'y arrive pas. Je me bats pour sa mémoire, mais en même temps pour plus que ça arrive à d'autres gens. Qu'on arrête de laisser lui souffrir et à 41 ans se retrouver veuve, c'est... Mon mari allait avoir 47 ans et il ne méritait pas ça. Voilà. Merci de votre courage. Grâce à Pierre Plutat, les damnés de l'amiante ont aujourd'hui un visage. Tout a commencé le 15 décembre 2004 à Dunkerque. Aujourd'hui, dans une demi-douzaine de villes en France, les veuves des victimes de l'amiante défilent toutes les 3 semaines autour du palais de justice. C'est ce que l'on appelle la marche des veuves. Elles réclament un procès de l'amiante, une instruction judiciaire qui met à plat toutes les responsabilités. Au moment où la procédure commence à peine, les experts parlent d'une catastrophe sanitaire. 100 000 morts annoncées dans les 20 prochaines années. Au départ, elles étaient 140, aujourd'hui elles sont 250. Cette marche est silencieuse parce que les mots ne sont pas assez forts pour crier la douleur et la souffrance. Face à l'injustice, les veuves réclament un peu de dignité. Qu'on reconnaisse au moins que tous ces gens-là, ils ont souffert et qu'on aurait pu les avoir encore avec nous, alors que maintenant, ils ne profiteront jamais plus de rien. Ils ont travaillé toute leur vie et au bout de leur vie de travail, eh bien, ils s'en sont tannés, comme ça. Pour les victimes de l'amiante, les empoisonneurs,
ce sont les responsables des milliers d'entreprises de tous les secteurs industriels. Jusque dans les années 90, les ouvriers n'étaient pas informés du danger de l'amiante. Pourtant, depuis 100 ans, dans les pays industrialisés, quelques médecins ont révélé que l'amiante entraîne des maladies respiratoires qui peuvent conduire à la mort. L'amiante n'a été interdit en France qu'en 1997. C'est à croire vraiment que la vie humaine ne compte pas, quoi. Quelque part, c'est le profit qui compte. Et la vie des gens qui souffrent pas, on a l'impression qu'ils en ont rien à faire. Nous avions à l'origine décidé de défiler avec des effigies, uniquement avec des effigies. Une tête triste donc sur des panneaux. Et en réalité, la décision est venue d'une veuve qui était venue me voir en me disant « Mais Pierre, tu ne penses pas qu'il serait bien qu'au lieu des effigies, eh bien, on puisse mettre les photos de nos maris ?» Bien entendu, j'y avais pensé. Mais jamais je n'aurais osé leur proposer. Parce que c'est tellement... Ça doit être tellement difficile, il faut tellement de courage, il faut tellement de volonté pour pouvoir le faire que je me suis dit, mais jamais elles ne vont oser le faire. Et puis, il y a 2, 3, 5 photos qui sont arrivées, et au fur et à mesure que qu'il y avait de nouvelles marches, eh bien, les photos continuaient à arriver, et puis ils continuent encore à en arriver. Les veuves ont accompagné leur mari jusqu'au bout, jusqu'à la phase terminale de la maladie, lorsque les victimes sont en bord de l'asphyxie et ne peuvent respirer qu'avec des bouteilles d'oxygène. Je voudrais vous lire un mot qui nous a été envoyé par un jeune garçon qui se prénomme Antoine. Quand j'étais petit, avec mon papy, je jouais sur la cour. Il me surveillait quand je faisais du vélo. Mais il avait toujours besoin du fil et de la bouteille pour respirer, car il n'avait pas beaucoup de souffle. J'ai mal au cœur que mon papy est parti au ciel, car je n'ai pas pu en profiter davantage. Voilà. Des milliers de morts, c'est de la faute à personne? Non. Ça, on n'en peut pas. On ne le supportera pas, on ne l'acceptera pas. Et c'est ce combat-là qu'il a fallu mettre au jour en réalité. Il a fallu montrer les victimes. Parce que lorsque l'on dit qu'il y a 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes qui meurent chaque année, eh bien c'est un chiffre tout simplement. Et ce que l'on a voulu, c'est faire sortir de l'ombre toutes ces victimes. Et on va à l'accueil. Monique, elle est partie. Monique, Comme tous les mois, les faire-part de décès des dernières victimes à la main, les veuves se rendent au palais de justice de Dunkerque pour les donner au procureur. les décès, tous les décès du port de Boucle, là, qui les donne au procureur de la République. On y va? Je voudrais que vous remettiez au procureur de la République les décès là, pour pas qu'ils s'envolent. C'est des gens qui sont décédés du port de Boucle de la Éternite. Ici, les veuves, on les connaît bien. Voilà. Tout le monde On est compte au sur courant vous de pour leur que ça lui histoire. soit remis. L'action des veuves est accueillie avec bienveillance. Voilà. On vous remercie. Et au revoir. Voilà. Non, c'est calme, on s'en va. C'est calme. On ne l'a pas sauvé. On est méchants comme ça, monsieur. Mon mari est méchant. De votre âge. Je suis sûre qu'il a votre âge. Voilà. Alors demandez-lui à 50 ans qui a perdu son père ce que ça fait. Je comprends, madame. Il a Je comprends tout à fait. 50 ans. Allez leur demander ce que ça fait aux petits-enfants qui ont 17 ans. Allez demander, vous allez voir. Parce qu'on ne s'attend pas. On se dit ça ne peut pas nous arriver. C'est ce qu'on s'est dit, ça arrive qu'aux autres. C'est ce que moi je me disais aussi. Possible. Il a travaillé toute sa vie pour mourir. Travaille et tais-toi et meurs. Voilà. Les maladies liées à l'amiante ont un délai de latence très long. Il faut attendre de 10 à 30 ans avant d'en ressentir les symptômes et pour certains, la maladie est déjà à un stade très avancé. Comme pour Serge, ancien électricien au chantier naval. Il a un mésothéliome, un cancer de la plèvre, cancer spécifique de l'amiante. J'ai un mésothéliome, mais j'ai fêté mes 51 ans hier. Oui. Donc,
Moi, je pense, oui, venez, on va vous remettre un dossier et puis de manière à pouvoir, maintenant, le plus rapidement possible, on va engager cette procédure. La phase de chimiothérapie, je la finis la semaine prochaine. Et après ça, ils vont m'hospitaliser pour juger si je suis opérable ou pas. Ah, d'accord. Et si je suis opérable, je serai opéré, ils vont m'enlever un poumon, la plèvre, l'enveloppe du diaphragme, l'enveloppe du cœur. Ils vont mettre des plaques. Et puis après, je passerai par la radiothérapie. Serge avait participé plusieurs fois à la marche des veuves, mais c'est seulement aujourd'hui qu'il ose se rendre à l'association. Il vient de recevoir son attestation de reconnaissance de sa maladie professionnelle. Il a maintenant 2 combats à mener, l'un médical, l'autre administratif. Madame, vous pouvez peut-être venir également? Non? Comme vous voulez. Dans l'atelier, on travaillait des plaques isolantes et j'avais la certitude que ces plaques isolantes, qui étaient donc des plaques avec de la résine et du composant d'amiante, c'était des plaques anti-feu, et j'avais la certitude que ces plaques me créaient des problèmes parce que j'avais toujours les poignets rouges, le cou rouge, dès que, pas forcément moi, mais quelqu'un autour de moi travaillait ces produits, il y avait donc des particules qui volaient, de la poussière qui volait, et j'avais le sentiment que j'étais certain que c'était pas bon à respirer, ça. Si vous le voulez bien, je vous explique, donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc les deux possibilités. Je n'arrive pas à m'y faire. J'ai toujours eu l'impression, année par année, je me suis dit ça va diminuer, sans doute cette catastrophe ne va pas continuer à s'étendre de cette manière, et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent, de plus en plus de personnes gravement atteintes. Je ne m'y fais pas, on ne peut pas s'y faire à cette situation. Mais j'ai une dent contre mon employeur, parce que je suis conscient d'avoir été empoisonné, mais pire que tout. Parce que moi, j'ai conscience de ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, je sais que mon employeur savait qu'il m'empoisonnerait, et il m'a empoisonné, et il y est arrivé. Absolument. Donc je n'ai pas envie que l'affaire se passe simplement parce qu'apparemment, par le suivant, c'est simple. L'employeur il ne lui revient, il n'a aucun retour de bâton, il n'est pas inquiété, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Il faut laisser des traces dans l'histoire. Pour pouvoir écouter, gérer cette souffrance des victimes, eh bien c'est quelque chose que je n'ai pas pensé, un objectif auquel je n'ai pas pensé au départ. Je n'ai pas pensé que ça allait être une des missions de l'association, qui devient d'ailleurs aussi importante, même peut-être plus à l'heure actuelle que celle d'établir les dossiers. C'est d'écouter les gens, écouter leurs souffrances. Ce que je subis aujourd'hui, quand je suis malade, après ma chimio pendant 15 jours, comme je suis malade, il n'y a pas d'argent qui peut remplacer ça. Tout à fait. Pas d'argent. Absolument. Et ça, il faut le faire comprendre. Moi, sexuellement, aujourd'hui, je suis mort. Il n'y a pas d'argent qui remplace ça. J'ai que 51 ans. Il n'y a pas d'argent. Moi, je veux que mon employeur soit puni. Et je pourrais même être j'irai encore plus loin. Je voudrais voir des têtes punies, moi. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais je voudrais voir des têtes punies. Parce que ces gens-là savaient le mal qu'on me faisait à moi. Absolument. Et ça, je ne peux pas le pardonner. Et puis malheureusement, il y a aussi ceux qui reviennent nous voir avec une casquette, sans cheveux, sans sourcils, que l'on voit revenir à chaque permanence, et qui ont besoin de venir nous expliquer ce qu'ils n'expliquent pas chez eux, qui ont besoin aussi d'avoir un petit peu de soutien, qui ont besoin d'avoir de soutien, de réconfort. Et il y a malheureusement la fois où on les voit revenir et où ils ont compris que la fin est proche, et où ils nous demandent de ne pas oublier ils nous demandent de ne pas oublier de nous occuper de leur famille. Annie Thiroux a 51 ans. Son mari est décédé d'un mésothéliome il y a 5 ans. Il était spécialiste des calorifugages, activité hautement exposée à l'amiante. Devant l'un de ses fils encore chez elle, elle raconte les derniers jours de son mari.
Il s'est rendu compte en 99, on a su. Et en 2000, en un an et demi, en 2000, il était parti. Ça s'est passé assez vite, non? Ouais, pour moi, c'était passé un peu vite parce que vu l'âge que j'avais, j'ai pas eu le temps de profiter avec mon père, quoi. Et puis voilà. Quoi. Là, il n'arrivait plus à marcher, plus rien, quoi. J'ai été triste ici, quoi. Enfin, il m'avait demandé de faire ses 50 ans, donc je l'ai fait. Et que le jour arrivé, il voulait plus le faire. Puis, j'ai pas regretté de l'avoir fait parce que c'est le dernier bon souvenir qu'il a. C'est arrivé la nuit, il me réveillait et puis il disait « Loulou, je vais bientôt mourir. » Bah, non, pourquoi que tu dis ça? Si, je vais bientôt mourir. Mais non, bon, on essayait de... Et disant en lui-même, pourquoi calmement, il le sait très bien que je vais mourir. Et quand vous entendez ça en pleine nuit, je vous assure que vous ne demandez qu'une chose, c'est d'aller dans une autre pièce pour pleurer, pour ne pas lui faire voir. C'est vrai que le gouvernement devrait, je pense, aller chez un malade qui est en phase terminale et voir. Après avoir reçu une première indemnisation de 30 000 €, Annie Thiroux n'a pas pu toucher la retraite de son mari car il est décédé avant de faire valoir ses droits. Elle ne vit qu'avec 500 € par mois, avec ses 2 enfants à charge. Là, j'ai tous ces dossiers, ça, de chimio. Avec le soutien de l'association, elle tente d'obtenir une nouvelle indemnisation. Je dois tout remettre dans l'ordre, mais ce qui nous met hors de nous, c'est parce qu'on passe pour des mendiantes. C'est loin d'être le cas. Donc je dis non, ils prennent la vie de nos hommes, puis nous on doit passer pour des mendiantes derrière. Je dis non, je suis désolée, on m'en dit pas. Et on ne demande pas la charité non plus. Parce que jusqu'à maintenant, quand nos maris décèdent, il n'y a personne qui vient demander si on a une tartine ou un morceau de viande dans notre assiette. On ne s'en occupe pas des veuves, on les laisse. Bon, ils décédent de l'amiante, il faut de même. Bon, c'est bien dommage, mais pour nous, la vie, elle continue. Nous aussi, pour nous aussi, la vie, elle continue. Il y a 10 ans, il n'existait aucune association pour informer les victimes de l'amiante de leurs droits. Aujourd'hui, il y a l'Ardeva, l'œuvre de Pierre Plutat. Il y consacre tout son temps. Les victimes de l'amiante découvrent ici la procédure juridique qu'il faut engager. Trouver au moins 8 témoins qui attestent que la victime a travaillé en contact avec l'amiante. C'est la condition sine qua non pour que la maladie soit reconnue comme maladie professionnelle et pour pouvoir être indemnisée. Ah, tout ça, il y a du pognon. Mais c'est qu'il faut en trouver des témoins. Il faut en trouver des témoins pour aller au tribunal. Ah oui, parce que sinon, il ne reconnaît pas. Constituer un dossier est compliqué. De nombreuses entreprises, comme les chantiers navals, ont disparu ou faisaient appel à la sous-traitance ou l'intérim. Les victimes doivent rassembler des preuves difficiles à trouver dans des délais relativement courts. Beaucoup de personnes abandonnent rapidement. Moi j'ai mon voisin, il m'a dit on a touché 10 000 francs, on n'a plus le droit à rien. Voilà. Alors que c'est complètement faux. Hein. Ah oui, voilà. Oui, 10 000 francs anciens. Oui, 10 000 francs anciens, hein. Oui, bien sûr, j'ai bien compris, oui. Ouais. Alors bon, il reste là. Et maintenant, ça fait 3 ans. Alors qu'ils sont roulés maintenant, même s'ils portent plainte. Oui, au bout de 3 ans, ça devient difficile parce qu'on tombe dans le cadre de la prescription. Donc, hein. Mais il y a quand même encore une possibilité. Hein. Et il faudrait d'ailleurs, si ces gens, vous les connaissez, hein, s'ils pensent qu'il y a prescription pour le tribunal, il faut absolument qu'ils réagissent vite. Parce que même pour le FIVA, il y a une prescription qui est de 4 ans. Vous pouvez imaginer le parcours du combattant que ça peut être. Parce que si pour les grandes entreprises, c'est peut-être plus facile, imaginez, je vais prendre le cas du maçon qui a travaillé il y a 20 ans, 30 ans dans divers endroits. Comment peut-il se rappeler et revenir en arrière et se rappeler avec qui il a travaillé il y a 15 ans, 20 ans, quel produit il a pu utiliser, à quel endroit il a pu travailler? Depuis 4 ans, les victimes de l'amiante soutenues par l'Ardeva obtiennent devant les tribunaux des dommages et intérêts. Ils sont payés par la caisse accident du travail et maladie professionnelle des employeurs. Les victimes perçoivent aujourd'hui des indemnisations bien supérieures à la rente minimale prévue par la sécurité sociale. L'activisme de l'Ardeva face à l'administration a fini par porter ses fruits.
Merci. Eh ben, il fallait y penser, quoi. 62 ans. « 48 ans. Oh là là. Ça ne désemplit pas. On voit systématiquement la salle d'attente qui est remplie. Et puis on voit également les chiffres. N'oublions pas quand même les chiffres. C'est 10 morts chaque jour. C'est entre 3 et 5 000 morts par an en France. Et c'est 100 000 morts annoncés dans les 2 prochaines décennies. Ah tiens. Si Pierre Plutat s'investit corps et âme dans l'art d'Eva, c'est qu'il est lui-même atteint d'une maladie provoquée par l'amiante. Entré au chantier naval de Dunkerque en 1963, Pierre Plutat a travaillé 23 ans comme ajusteur mécanicien. 3 ans après la fermeture des chantiers, il découvre par hasard que ses poumons étaient atteints par l'amiante. C'est arrivé tout à fait d'une manière inattendue. Puisque le chantier fermant ses portes, il a fallu retrouver du travail. Et puis je me suis donc inscrit pour un stage d'ambulancier. Et dans le cadre de l'inscription à ce stage d'ambulancier, eh bien, il fallait passer un contrôle pulmonaire. Et c'est lors de ce contrôle pulmonaire que le pneumologue m'a donc posé la question de savoir si j'avais été exposé à l'amiante. De l'amiante, il y en avait partout, notamment autour des conduites de la salle des machines dans laquelle il travaillait. Le pneumologue lui apprend qu'il est malade, victime de l'amiante. J'ai souhaité m'inscrire donc dans une éventuelle association parce que je me suis dit que je ne devais pas être le seul à être atteint de ces maladies. À l'époque, il n'y a pas d'association. En 1996, il décide donc d'en créer une et de médiatiser son cas. J'ai fait paraître un article dans la presse locale dans laquelle j'expliquais mon histoire de mécanicien au chantier naval, de mon exposition à l'amiante, ce que c'était que l'amiante, qu'elle provoquait des maladies. Et que je souhaitais donc créer une association, que j'étais à la recherche de collègues ou d'autres personnes d'ailleurs qui étaient atteintes des mêmes maladies. Et c'est à partir de là où les réponses sont arrivées, des lettres, des coups de fil qui sont arrivés, des personnes disant « mais nous aussi on est atteints de cette maladie et si vous voulez faire quelque chose, on est prêt à vous aider ». Pierre Plutat a décidé de se battre contre le traitement réservé aux victimes de l'amiante. L'appel de Pierre Plutat dans la presse est relayé par la télévision. Jamais personne au cours d'une... Pierre met en garde tous ceux qui ont travaillé en contact avec l'amiante. Jamais. Mais à l'époque, en 1996, les dangers de l'amiante sont très peu connus. Les médecins mal informés affirment que ce matériau ne peut pas provoquer de cancer. Il peut y avoir des petites perturbations à l'examen du souffle, mais qui n'entraînent pas de difficultés à l'exercice de sa profession et pour la vie de tous les jours. Alors le risque de développer un cancer lorsqu'on a été exposé à l'amiante est extrêmement minime. Moi, je pense que la médecine, généralement, les médecins, tout le corps médical était très mal informé sur les problèmes de l'exposition à l'amiante. Premièrement, lorsque quelqu'un allait consulter son généraliste, eh bien, la première des questions, vous fumez, vous buvez, vous avez une mauvaise hygiène de vie, mais jamais le praticien, il ne lui venait à l'esprit de poser la question ou de demander « vous avez travaillé où ? Avec quel matériau ? Est-ce que vous avez été exposé à un cancérogène ?» Eh bien, cette question n'arrivait jamais. Pendant 11 ans, malgré sa maladie, Pierre Plutat continue de travailler. Il finit par obtenir sa cessation d'activité anticipée, sa première victoire. À l'âge de 54 ans, il va pouvoir s'occuper à plein temps de sa toute jeune association. Pierre Plutat aura de quoi s'occuper. Avec son association de défense des victimes de l'amiante, il gère déjà plus de 200 dossiers similaires à son cas. Pour toutes ces victimes, la retraite anticipée n'est qu'une petite victoire. Sa soif de justice, sa combativité, Pierre Plutat les doit à un événement clé de son adolescence. À l'époque, son père est un immigré de fraîche date. Il ne parle pas le français. J'avais une quinzaine d'années. Donc mon père, revenant du travail en pleine nuit, a eu un accident de trajet. Et la sécurité sociale n'a pas voulu reconnaître cet accident comme étant un accident d'origine professionnelle. Et donc je n'ai pas supporté cette injustice. Et à 15 ans, eh bien, je suis allé à la sécurité sociale, où les employés m'ont reçu donc, avec un clair de rire, parce que qu'est-ce que c'était que ce gamin de 15 ans qui vient rouspéter.
Et malgré tout, eh bien, là aussi, sentant c'est une autre injustice à mon égard, j'ai demandé à voir le directeur donc, de la sécurité sociale qui a bien voulu me recevoir. Je lui tirerai aujourd'hui un coup de chapeau parce que je pense que c'était un homme au moins un peu plus compréhensif que les autres, à qui j'ai pu expliquer mon cas et qui m'a donné raison. Et puis ce dossier a été favorablement donc, traité. Donc ça a été un de mes premiers combats, il m'a resté marqué. Ça veut dire aussi que quelque part, même un gamin, même lorsque l'on est plus faible que d'autres, même quand on est à la risée d'autres personnes, eh bien en se battant on peut y arriver. L'hôpital Calmette de Lille est devenu le centre spécialisé dans le traitement du mésothéliome. En 9 ans, la connaissance des maladies liées à l'amiante s'est améliorée. Si on sait traiter certains symptômes, on ne sait pas guérir le cancer de la plèvre. Le premier combat de Serge est médical. Il veut connaître la vérité sur sa maladie. Je vais vous montrer les images du mésothéliome. Oui. Donc, je vous rappelle, le mésothéliome, c'est le cancer qui s'est développé au niveau de l'enveloppe de votre poumon, donc ce qu'on appelle la plèvre. Oui. Donc, c'est un cancer qui s'est développé parce que vous avez inhalé des particules d'amiante sur votre lieu de travail. Ça rentre dans l'arbre bronchique. Et au niveau de la plèvre, en fait, elles agressent les cellules qui sont là, qui sont la protection du poumon et l'enveloppe du poumon. Et donc, elles vont provoquer la cancérisation de ces cellules, d'accord ? Donc, il va y avoir des mutations génétiques, il va y avoir une agression. L'enveloppe du poumon, donc la plèvre, va s'épaissir un petit peu à la fois. Donc, c'est ce qu'on voit. Il y a un épaississement de la plèvre ici, vous voyez, qui est très fin. Bon, il faut regarder par rapport à l'autre côté à droite qui est normal, là où c'est très fin. C'est pour ça qu'ici, j'ai plus de blanc ici que là, par exemple. Et donc, vous respirez beaucoup mieux avec votre poumon qui est normal à droite qu'avec votre poumon gauche qui s'est rétracté, qui devient dans une espèce de gaine fibreuse, cancéreuse. C'est un cancer dont la gravité, d'ailleurs, n'est pas par une extension, comme je vous ai dit, avec des métastases dans le foie, dans le poumon, dans la tête, etc. C'est un cancer qui va progresser de façon locale, puis après loco-régionale. Donc il va partir à quelques endroits de la plèvre, et après il va s'étendre tout doucement à l'ensemble de l'enveloppe du poumon, et il va aller toucher toutes les structures qui sont autour. Donc ça va aller toucher notamment le péricarde, donc l'enveloppe du cœur qui est juste à côté. Ça peut aller toucher toutes les structures autour, donc la cage thoracique, et c'est ça qui fait très mal dans un mésothéliome, c'est que ça va toucher la paroi du thorax, la plèvre qui est très innervée, et donc un des problèmes majeurs avec le mésothéliome, ce sont ces douleurs qui peuvent être très importantes. Là, sur les éléments qu'on a ici, on peut discuter d'aller en chirurgie. On va vérifier simplement qu'avec le TEP scan, qu'il n'y a pas d'extension vers l'abdomen, qu'il n'y a pas d'extension de l'autre côté, parce que le risque également, ça aurait été que ça s'étende à droite. D'accord ? Et on va vérifier qu'il n'y a pas de métastase à distance, mais ça c'est plutôt rare, généralement en première intention dans le mésothéliome. C'est dur, hein ? Surtout que là en plus, vous ne savez pas ce qu'on va vous proposer pour l'instant, mais ce ne serait pas normal de vous dire maintenant quelque chose sans avoir tous les examens et d'avoir pris une décision tous ensemble. Donc le message c'est 1, on va faire de la chirurgie potentiellement, mais je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui, je vous la donnerai quand on aura fait l'examen de tout à l'heure et que j'aurai discuté avec tout le monde vendredi. 2, c'est que si jamais on ne partait pas à la chirurgie, il ne faut pas vous dire c'est foutu, hein, c'est terminé. Vous allez continuer à faire un traitement, on va s'occuper de vous et rien ne dit que votre survie ne sera beaucoup plus courte que si la chirurgie. Mais clairement, si on peut aller à la chirurgie, on va à la chirurgie parce qu'on a les meilleurs résultats. D'accord ? Oui, de toute façon, j'ai déjà fait tout un travail là-dessus. J'ai déjà fait beaucoup de travail pour assimiler mon état et puis le devenir. Quoi, parce que... Là, je vous sens battant. Je ne sais pas si c'est le fait aussi d'avoir participé à votre association beaucoup. L'association, ça aide toujours. À partir du moment où on ne se sent pas seul, on se sent pas seul et puis on sent que derrière tout bouge dans le bon sens. Donc il n'y a pas de raison qu'on devienne plus pessimiste. Donc ça va. Ça va. L'indemnisation des victimes n'a pas été facile. Un long parcours qui commence à la fin des années 90 au tribunal de grande instance de Lille. À l'époque, Pierre Plutat ne connaît rien au droit. Pour cet ancien ajusteur mécanicien, c'est un domaine qui lui est complètement étranger. Il demande donc de l'aide à Maître Ledoux, avocat de l'association. Le premier contact avec Michel Ledoux, ça a été pour lui de me raconter ce que c'était que le pénal, le civil. Et puis donc là, il y a forcément des termes qui étaient employés que je ne comprenais pas. Et je lui ai donc demandé de me faire un lexique et de me l'envoyer par la suite, de manière à ce que je puisse m'en référer et puis comprendre un petit peu ce que signifiaient ces divers mots qui pour moi étaient barbares.
Heureux, le président de l'association régionale de défense des victimes de l'amiante. Le marathon judiciaire aura duré 2 ans. En avril 2000, Pierre Plutat et son association trouvent le fondement juridique avec lequel ils vont pouvoir obtenir une indemnisation des victimes de l'amiante. C'est la faute inexcusable de l'employeur, en l'occurrence la Normed, anciennement les Chantiers de France, qui n'a pas assuré la sécurité de ses salariés. C'est une décision très importante qui va évidemment inspirer les tribunaux de France et de la région. Et bon, derrière, il faudra voir ce que la Cour d'appel décidera, puisque probablement qu'appel sera interjeté. Mais enfin, c'est une décision très importante, symboliquement très forte. Et on ne peut que... Enfin, moi qui vis au milieu des victimes depuis plusieurs années, je suis évidemment absolument ravi. Maître Ledoux est le bras armé de l'association. Depuis 10 ans, cet avocat travaille sur les dossiers des victimes de l'amiante. Dans son cabinet parisien, les dossiers s'accumulent sur 3 étages. Chantier de l'Atlantique, là encore, Normed et Flandre Industrie, chantier de l'Atlantique, Normed, vous voyez. Plus de 1000 dossiers sont en procédure d'indemnisation. Tous les secteurs industriels sont concernés. Les chantiers navals, la pétrochimie, les industries lourdes et le BTP. Là, il y a encore des Valeo, vous voyez, il y en a beaucoup d'entreprises également qui sont intervenues dans le pétrole, puisque dans les raffineries, il y avait beaucoup de calorifugage. Et donc tous les ouvriers des raffineries, là je vois, il y a Mobil Oil par exemple, Alstom. Pour tous ces dossiers, Maître Ledoux a réussi à obtenir une indemnisation en faisant reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Ce fondement juridique a été reconnu par la Cour de cassation. Une évolution importante dans le droit du travail et une victoire personnelle pour Maître Ledoux. Dans une vie, je pense qu'on a quelques moments comme ça de jubilation. Eh bien, le 28 février 2002 a été un grand moment de jubilation. Et d'ailleurs, regardez, j'ai ici, j'ai presque dire le carton d'origine. J'ai les dossiers qui viennent de la Cour de cassation. Je dois même avoir d'ailleurs les arrêts qui doivent être quelque part. Ben les voilà, tiens, voilà. Voilà l'un de ces arrêts, les arrêts du 28 février 2002 de la Cour de cassation. Et c'est vrai que ça a changé, si je puis dire, le cours de l'histoire pour les victimes de l'amiante. La phrase la plus formidable, c'est « En vertu du contrat de travail qui lie un salarié à son employeur, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés. » Et cette phrase-là, dans cet arrêt de principe, a complètement changé les données du problème sur le terrain du combat judiciaire dans le domaine de la responsabilité civile. Il n'y avait pratiquement pas de reconnaissance en faute excusable de l'employeur avant que celle de l'amiante n'intervienne. Il n'y en avait pas, quasiment pas. Eh bien, les premières reconnaissances, eh bien, nous en étions fiers, bien entendu. Nous étions une dizaine, je pense. On était dans les premières à Dunkerque à obtenir cette indemnisation. Mais l'indemnité que l'on avait eue consécutive à cette faute inexcusable, elle était par rapport à aujourd'hui très faible, mais on en était quand même déjà fiers à l'époque. Mais ce combat a continué. Et cette indemnité aujourd'hui, eh bien, elle a été plus que triplée, quadruplée. Elle a été multipliée par 10 pratiquement. Donc ça, c'est aussi un combat que l'on a bien entendu mené largement et gagné. Si Dunkerque est devenu le fer de lance dans le combat contre l'amiante, c'est parce que toutes les industries de la région utilisaient ce matériau. Les chantiers navals étaient le fleuron de l'industrie française. C'était l'époque des 30 Glorieuses. Derrière les 60 années d'existence des ateliers et chantiers de France, il y a 8 siècles de tradition navale, 40 générations de constructeurs. Mais avec la crise économique des années 80, les chantiers navals ont fermé. C'est tout un monde ouvrier qui disparaissait. Tous les bâtiments qui sont encore derrière, ça faisait tout partie du chantier. Oui. Jusqu'au phare et balise derrière. Là, il y avait un quai d'armement qui était là, un quai d'armement en face, encore un quai d'armement derrière, et 5 cales de construction de navires. Pour Pierre Plutat et ses collègues, c'est une grande fierté d'avoir participé à cette grande époque. Ça devait être par là, donc. Par là. Les conditions de travail étaient particulièrement difficiles, mais c'était aussi le temps de la prospérité économique, de l'insouciance et de l'amitié. On travaillait en camaraderie, surtout nous on était dans le compartiment moteur, c'est une pièce fermée, quoi. Il y a plusieurs corporations dedans, mais on s'épaulait dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème, il y avait quelqu'un d'autre qui donnait un coup de main, quoi.
ne peut pas dire qu'il y a un corps de métier qui n'a pas été exposé. Tous les corps de métier ont été exposés. On était tous. Tous dans le la même manière. environnement, hein. Absolument. Toutes les conduites qui véhiculaient du chaud, alors du fioul, de l'huile, de la vapeur, de l'eau chaude. Tout ça s'était entouré avec des cordes en amiante où les gars, le rouleau était par terre, ils le mettaient au-dessus, ils roulaient comme ça, donc l'amiante elle descendait. Toutes les gaines de ventilation qu'il y avait au plafond et tout, c'était raccordé avec du cordon d'amiante entre deux, coupé, percé sur place. Alors c'était un nuage, hein, comme là je dis, revient, hein, la neige en hiver. Alors en plus il y avait de l'air comprimé à bord et tout. Alors comme on était blanc, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un petit peu d'air comprimé pour se débarrasser de la poussière. Et ce qui fait que sans le savoir, ben, on brassait encore un petit peu dessous dans la musique. Bien sûr. Si seulement on nous avait avertis, donné des protections. Oui. Ça n'empêchait pas de faire le travail dans de bonnes conditions. Non. Les industriels auraient dû prévenir leurs salariés que ce produit était cancérogène. Un nouveau type de plainte arrive donc au cabinet de Maître Ledoux. Des plaintes au pénal pour empoisonnement. Le pénal, c'est la recherche des responsabilités, hein, pour aboutir, le cas échéant, à la punition des responsables. Hein. Donc le pénal, c'est la sanction, pourquoi pas la prison, hein, pourquoi pas la prison. Et l'intérêt du pénal, évidemment, c'est que c'est un travail beaucoup plus large. Hein. Le civil, on s'intéresse à telle victime qui a vécu dans telle période dans l'entreprise, qui a eu telle condition de travail, alors que dans le pénal, on va essayer de démonter les mécanismes plus généraux qui ont conduit à la catastrophe sanitaire. Nous demandons justice. Nous exigeons justice. De nombreux industriels et entrepreneurs, ainsi que des fonctionnaires du ministère de la Santé et du Travail, pourraient se retrouver sur le banc des accusés. En 1997, une instruction est ouverte et 5 premières mises en examen sont décidées. 7 ans après, la justice semble faire marche arrière et prononce un non-lieu. L'Ardeva fait appel. Le 15 juin 2004, c'est un coup de tonnerre judiciaire. L'appel est rejeté. Les industriels qui ont utilisé de l'amiante dans leurs usines, cause de maladies chez leurs salariés, n'ont pas commis de délit. Il n'y a pas assez d'éléments, dit la Cour, pour démarrer une procédure pénale. La Cour d'appel confirme donc que 5000 morts en France par an, c'est de la faute à personne. Ça veut dire que les victimes ont sans doute volontairement sniffé de l'amiante en toute connaissance de cause. Moi, j'ai envie de dire que c'était une conspiration au plus haut niveau national. Hein. On ne veut pas du procès de l'amiante. Un procès coûterait très cher à instruire. Bon. Beaucoup de gens sont impliqués, de droite comme de gauche, puisque les négligences ont dû commencer, allez, on va être gentil, à partir des années 60, hein, jusque finalement fin 1996. Donc on voit bien que personne n'a rien fait. Bon, comme ils sont extrêmement nombreux pendant 30 ou 40 ans, eh bien, je le répète, la faute est totalement diluée, est éclatée dans l'esprit des magistrats, et donc, c'est pas une faute caractérisée, c'est pas une faute, et donc, on passe à autre chose. Oui. Je sais, mais c'est plus facile dans les bras que devant les victimes. Branle-bas de combat à l'association. Pour la première fois, une commission d'information sénatoriale vient auditionner Pierre Plutat. Il a insisté pour que les sénateurs se rendent dans les lieux mêmes où les victimes sont reçues. Les inspecteurs des renseignements généraux venus en éclaireur laissent entrevoir à Pierre Plutat que les choses bougent. Effectivement. Je pense que vous attendez, c'est la reconnaissance de l'État d'une certaine façon. On peut dire ça. Je pense que ça commence quand même. On peut dire ça. Je pense que leurs oreilles sont grandes ouvertes. Je vous laisse le faire. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Jean-Marie Van Renberg, bonjour. Très heureux. Bonjour, enchanté, monsieur le président. Pendant 2 heures, les victimes de l'amiante de Dunkerque vont parler aux sénateurs, raconter leur vie, leur combat de tous les jours, leur soif de justice. Mais pour eux, le plus important, c'est d'attirer l'attention sur une loi qui rend difficile l'ouverture d'un procès de l'amiante. C'est la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec les décisions qui ont été rendues à Dunkerque, à Douai, eh bien aujourd'hui on ne peut plus avoir de doute sur ces effets pervers. Donc notre demande va aussi dans ce sens, hein, de vous demander d'aller dans le sens d'une révision de cette loi Fauchon. Monsieur le Président, Madame la Ministre... Votée en juillet 2000, cette loi a été présentée par le sénateur Fauchon. Elle visait à protéger des élus locaux, des responsables de collectivités, qui se retrouvaient condamnés au pénal, car jugés responsables d'accidents survenus dans leur commune ou dans leurs établissements.
des élus locaux, des responsables d'organismes divers, des hôpitaux, des entreprises, des collèges, des responsables d'associations organisant des activités sportives sont ainsi mis en examen, traduits en justice, jetés sur le banc des accusés, côte à côte avec des délinquants de droit commun et quelquefois condamnés pour des dommages dont ils ignoraient en toute bonne foi l'éventualité, plus encore la probabilité, et qu'ils étaient absolument incapables d'empêcher. Un enfant blessé par un panneau de basket mal fixé ou se cassant la jambe sur un toboggan. Désormais, avec la loi Fauchon, le responsable indirect ne sera plus condamné, à part s'il a commis une faute caractérisée. Ce texte de loi est invoqué par la justice pour rendre des non-lieux dans les plaintes au pénal déposées par les victimes de l'amiante. Pour les juges, les industriels n'ont pas commis de faute caractérisée. Pour Maître Ledoux, c'est incompréhensible. Si vous voulez, si on prend l'exemple des chantiers de France, de la Normède à Dunkerque, je vais vous donner un exemple. Ce document est dans le dossier pénal. Nous avons dans le dossier pénal un courrier que le responsable sécurité des chantiers de France à l'époque écrit en 1978 au chef du personnel. Il explique au chef du personnel de la Normède « Je souhaite remplacer l'amiante par un produit moins dangereux ». Et le chef d'établissement, le directeur de la Normède lui dit « Je ne veux pas faire la dépense, ça coûte trop cher ». C'est écrit ici, le directeur des chantiers de France n'a pas voulu faire la dépense nécessaire. On a délibérément, pour des raisons économiques, décidé de ne pas remplacer l'amiante par quelque chose de moins dangereux. Nous devons intensifier notre demande de révision de la loi Fauchon. Les politiques commencent aussi à s'interroger sur les effets pervers de cette loi, qui ressemble fort à une amnistie des responsables des affaires de santé publique. Ils se sont laissés tromper lors du vote de cette loi scélérate. Nous ne pouvons pas penser que nos élus puissent continuer à soutenir une loi qui permet de détruire la vie en toute impunité. C'est le rôle et la mission du parlementaire de changer une loi lorsqu'elle est mauvaise. La loi Fauchon l'est particulièrement. Pendant que Pierre Plutat harangue les foules, son avocat cherche la négociation. Après plusieurs demandes, Maître Ledoux obtient un rendez-vous avec le sénateur Fauchon. Le but de cet entretien est de voir dans quelle mesure il reconnaît les effets pervers de sa loi. Écoutez, ça fait 6 ans que des juges d'instruction en France ne font rien. On va en reparler. Ce qui gêne considérablement, je vais dire, les associations de victimes dans la loi dite loi Fauchon. C'est que désormais, donc, lorsqu'il s'agit de poursuivre un auteur indirect, une simple négligence ne suffit pas pour qu'une condamnation soit prononcée. Il faut une faute caractérisée. Et ça pose un énorme problème. On en a déjà discuté pour les affaires de santé publique. Au moment où la loi a été votée, les principales associations de victimes avaient attiré l'attention du législateur sur l'erreur qu'était cette loi sur ce terrain-là. On ne nous a pas entendus. Et vous allez voir que dans les années qui viennent, cette loi va poser d'énormes problèmes en matière de santé publique. Alors, quand on voit les dossiers de l'amiante, tels que j'ai pu les voir à travers la presse, je ne les connais pas comme vous les connaissez, mais je les ai quand même vus à travers la presse et à travers notre groupe de recherche sur l'amiante, venir dire qu'on n'est pas en présence de faute caractérisée, je dois dire que ça me surprend. Voilà, ça me surprend. Dire c'est la faute de la loi, moi je dis non, c'est pas la faute de la loi, c'est la faute de celui qui ne veut pas avoir une faute caractérisée, là où peut-être il y en a une. Le sénateur Fauchon laisse entendre que si des non-lieux sont prononcés, c'est à cause de l'interprétation des juges. Selon lui, il y aurait matière à des mises en examen. Une manière aussi de défendre sa loi, pour laquelle il n'envisage aucune révision. Pour le moment, je ne peux pas dire que je perçoive réellement une malfaçon là-dedans, et je tiens à dire que si nous, pas moi, mais si nous percevons une malfaçon clairement établie, nous ne sommes pas incapables de remettre la loi sur le tapis. Ce que la loi a fait, la loi peut le défaire. La loi peut le défaire. Attendre 5 ans pour évaluer la loi Fauchon alors que l'on estime qu'il y aura 20 000 morts d'ici là, c'est une argumentation difficile à entendre pour les victimes de l'amiante. À l'Assemblée générale de l'association, la loi Fauchon et ses effets pervers sont sur toutes les lèvres. L'Ardeva fait bouger le politique. Premier soutien de l'association, Michel Delbar, député maire de Dunkerque,
ancien ministre du Travail. Fauchon, c'est vrai que Fauchon essaye maintenant d'éviter la paternité de la loi. Oui. Il est curieux ce bonhomme. Enfin, il nous a dit arrêtez d'appeler ça la loi Fauchon. Ouais. Ici, Michel Delbar est en face des victimes de l'amiante. Il est aussi en face de ses électeurs qui prennent une place de plus en plus importante dans un débat qui est devenu national. Premier visé, le sénateur Fauchon. Moi, je connais des parlementaires qui font passer une loi dans leur vie. Je dis même pas si elle est utile, hein, mais qui font passer une loi dans leur vie et qui passent le reste de leur vie à dire que c'est leur loi. Celui-là, il fait passer une loi, et il va passer le reste de sa vie à dire que c'est pas lui. Moi, je veux bien, mais par rapport aux problèmes qui vous concernent, au drame que vous vivez, le fait qu'il y ait un dispositif législatif qui, dès qu'on s'approche de la recherche de responsabilité, botte en touche ou permet de botter en touche, à mon avis, n'est pas acceptable, parce qu'on ne peut pas admettre que les tribunaux utilisent cette loi pour aboutir à un cul-de-sac suite à l'instruction. Il est clair qu'il faut continuer à se mobiliser. Hein. On a dénoncé tout à l'heure le refus par le Parlement de nommer une commission d'enquête parlementaire. Il y a une mission qui est ordonnée. J'allais dire, c'est mieux que rien, hein, mais c'est pas terrible. Mais je crois qu'on est en train de les prendre à la gorge, là. Ça vient. Hein. Là, on commence à les tenir. Hein. Ils sont dans le coin, là, du ring. Hein. Et je crois qu'on va pas tarder à y arriver. Moi, j'y crois. Hein. Je crois qu'on aura un jour un procès de l'amiante. Hein. Et voyez, le but du procès de l'amiante, et là, je le répète, et puis je vais m'arrêter, Pierre, parce que je sens que tu vas intervenir violemment. Hein. Le but du procès de l'amiante, évidemment, c'est pas de couper des têtes, parce que ça ne vous rendra pas vos maris, ça ne vous rendra pas la santé, mais c'est de comprendre. Il n'y a pas de problème d'argent, hein. Il n'y a pas de problème d'ego. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger, construire l'avenir. Et je crois que fondamentalement, tout notre combat, qu'il soit d'ailleurs politique ou juridique ou judiciaire, c'est construire un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je m'arrête. On n'a pas tiré les leçons de l'affaire de l'amiante, c'est clair qu'on ne l'a pas fait. Et sans doute encore ces grands trusts qui à l'époque, eh bien, nous ont empoisonnés. On voit bien aujourd'hui qu'ils continuent à empoisonner. J'ai dit en France, mais ceux qui n'utilisent plus l'amiante en France, maintenant ils sont occupés de faire crever les gens. C'est moi du terme, ils font crever les gens à l'extérieur de nos frontières, au Brésil, en Égypte et puis ailleurs. Ce sont ceux-là même. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas que l'amiante c'est dangereux, que c'est cancérogène. Eh bien, ils continuent à l'employer, ils continuent à l'utiliser, ils continuent à faire crever les gens dans les autres pays de la même manière qu'ils nous l'ont fait avec nous. Ben, moi, j'espère que tout ce mouvement que l'on a commencé à mettre en place ici, ben, il va s'étendre. On a bien vu que l'amiante est maintenant interdite en Europe. J'espère que très rapidement, on arrivera à étendre ça aux pays sous-développés, qu'on appelle sous-développés, parce qu'on les fait crever, ces gens, de cette manière-là, comme ils n'ont pas conscience du danger. Eh bien, il faut que très rapidement ce mouvement-là s'élargisse, que cette amiante devienne interdite partout, et puis qu'aussi une réflexion soit menée de manière à ce que tous ces produits cancérogènes, toutes ces façons de faire du profit sur la peau des gens, eh bien, que ça cesse. Le 18 mai 2005, ce jour-là, pendant la marche des veuves, Pierre Plutat apprend qu'il est attendu par le procureur de la République. Pierre Plutat attend des nouvelles des dernières plaintes pour empoisonnement déposées par l'association. Bien, donc je vous ai réunis aujourd'hui pour vous tenir informé de la suite de votre plainte, puisque vous aviez sollicité, enfin j'avais sollicité le parquet de Paris pour un éventuel dessaisissement, donc je vais vous tenir informé aujourd'hui du devenir de votre plainte. Sont donc aujourd'hui présentes pour notre délégation, donc Madame Alice, qui est donc une dame pour laquelle une plaignante, donc Monsieur Carpentier, qui est le secrétaire général de notre association, mais qui était également un plaignant de la plainte de 1997, qui est actuellement... Nous ne pourrons pas assister à la suite de l'entretien. Voilà, mais en sortant, Pierre Plutat va annoncer une grande nouvelle. Le procureur de la République vient de nous apprendre que le dossier de la plainte pénale dont nous avons saisi le tribunal de Dunkerque le 23 février 2005, vient d'être envoyé aujourd'hui au pôle de santé publique à Paris. Il sera donc instruit là-bas. Une information judiciaire n'a pas été encore ouverte à Dunkerque. Elle devrait l'être à Paris. C'est une première
et formidable victoire. Nous avons eu raison de dire non à l'injustice. Il nous faut donc, dorénavant, exiger que les moyens matériels, techniques, humains soient mis à la disposition du pôle, c'est-à-dire des enquêteurs, des fonctionnaires, des médecins spécialisés. Si ces moyens ne sont pas rapidement alloués au pôle de santé publique, il faut savoir que la victoire d'aujourd'hui pourrait devenir un enterrement de première classe. Il y a tellement de personnalités, tellement de hautes personnalités d'impliquées, qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde freine des cas de fer. Il n'y a pas de volonté d'avancer dans la justice. Aujourd'hui, ceux qui feront avancer la justice, il ne faut pas se leurrer, ce sont les victimes. C'est nous, sur le terrain, qui allons faire avancer les choses. Et on le voit bien avec la marche de Dunkerque. Aujourd'hui, on a fait bouger cette forteresse qu'est la justice. On le voit bien avec la dernière marche, le procureur de la République de Dunkerque, qui a reçu les instructions pour envoyer le dossier au pôle de santé publique. Eh bien, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Et on continuera à faire bouger. Le seul moyen de faire avancer les choses, ce sont les victimes qui vont les mettre en œuvre.